Hello les amis, comment ça va bien aujourd'hui? Sans plus attendre, jetons un œil au courrier des spectateurs. Un certain Alain Posteur me demande si qu'en fait les pyramides c'était-il pas comme une espèce de grosse pâte à modeler géante, comme ça que c'est bien plus facile à fabriquer. Mon cher Alain, figure-toi que justement, mon ami David Asseboff vient de réaliser un navet qui parle de la théorie des géopolymères. Écoutons ce qu'il peut nous apprendre sur le sujet. Écoute mon pote, j'y connais rien en égyptologie et toutes ces conneries, pour te dire j'ai jamais ouvert un bouquin sur le sujet. Mais c'est pas ça le plus important, parce que tu vois, le savoir c'est exactement comme ce gâteau et ses fruits. Si tu t'empiffres comme un porc avec un gâteau super riche en connaissances, ton cerveau il peut pas suivre, il sature et ça fait bobo la tête. Alors que si tu te contentes de picorer des petits fruits de savoir léger, c'est bien plus facile à digérer. Et donc grâce à mon esprit vide, j'ai pu comprendre des trucs que les archéologues officiels y pouvaient pas voir à cause de leur crâne complètement plein à craquer. Je suis allé sur Google et je te jure en quelques minutes j'ai réussi à percer le mystère de la construction de les pyramides, que même qu'en fait c'est pas fait avec des pierres taillées, mais des pierres reconstitutionnées, tu vois. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand professeur Joseph Davido machin chose. Joseph Davidovits est un chimiste français qui s'est spécialisé dans l'étude des polymères organiques. Depuis la fin des années 70, il s'évertue à défendre l'hypothèse selon laquelle les Égyptiens de l'Antiquité auraient désagrégé du calcaire dans de l'eau, avant de le mélanger à du natron et de la chaux, puis de couler la substance obtenue dans des moules afin de fabriquer des blocs de pierre reconstitués. C'est notamment via cette méthode que, selon lui, les Égyptiens auraient bâti la majorité des pyramides. Pour étayer sa théorie, Davidovits avance principalement le fait que nous n'avons jusqu'à présent pas retrouvé de documents décrivant la construction des pyramides, et qu'il serait donc impossible d'affirmer que ces bâtiments ont été réalisés en pierre de taille. Si, en effet, l'archéologie n'a pas mis la main sur un manuel antique de construction de pyramides, les fouilles sont loin d'être avares en informations relatives au travail des ouvriers. Ainsi, de nombreux outils utilisés pour l'extraction et le façonnage des blocs de ces édifices ont été mis au jour. Burin, maillet, ciseaux, scie, etc. Les traces de ces outils de taille sont discernables sur de nombreux blocs. Certains blocs en place sont même inachevés. De plus, les carrières d'extraction de la pierre ont été identifiées, ne laissant aucun doute sur le fait que des blocs entiers en étaient extraits, et non pas de la poudre destinée à mouler de la pierre. A contrario, aucun moule n'a jamais été mis au jour. Pas la moindre illustration de l'utilisation d'un tel procédé, tandis que les gravures représentant le travail de la taille et du transport de la pierre, elles, sont nombreuses. Par ailleurs, les dimensions des blocs utilisés dans les pyramides étant très disparates, il aurait fallu créer un nombre colossal de moules différents, une énorme perte de temps. On nous explique que les blocs auraient été moulés les uns contre les autres et que les moules étaient alors créés à l'aide de planches en bois. Ce qui signifie donc qu'il aurait fallu attendre qu'un premier bloc soit complètement sec avant de pouvoir mouler son voisin. Et surtout, là encore, un examen des faits vient contredire cette idée. En effet, comme le montre l'expérience de Davidovits lui-même, si vous moulez un bloc contre un autre, fort logiquement, le procédé amène les deux blocs à fusionner, devenant un seul et unique bloc, toute démarcation disparaissant. Et ce n'est pas du tout ce que nous constatons sur le terrain. Pire, les Égyptiens ont mis en place du mortier entre les blocs, chose qui serait parfaitement impossible si les blocs étaient moulés les uns contre les autres. D'ailleurs, plus on s'enfonce dans la pyramide et moins les blocs sont travaillés. Si le parement et les backing stones sont parfaitement équarris, au cœur de la pyramide, ce sont des moellons grossièrement taillés et liés par de grandes quantités de mortier qui sont en place. Ce fait architectural est totalement incompatible avec des pierres moulées dont l'utilisation de mortier n'aurait pas le moindre sens. De plus, si Davidovits propose une formule pour reconstituer le calcaire, il oublie que du granit est également parfois utilisé, comme c'est le cas dans la Grande Pyramide par exemple. Visiblement, les Égyptiens ont été capables de tailler soigneusement d'énormes blocs de granit, une pierre bien plus dure que le calcaire, mais seraient pourtant incapables de façonner ce dernier. Ça n'a aucune logique.
Comme on peut le voir dans l'expérience filmée de Davidovits, fabriquer du béton nécessite forcément de broyer en fine poussière le matériau de base. Que ce soit pour que l'agrégat soit homogène, sable et gravier, ou pour fabriquer le liant, ciment, argile. Or, si l'on regarde les blocs de calcaire des pyramides d'un peu plus près, on distingue parfaitement des fossiles intacts ou ciselés, alors qu'ils devraient être en miettes s'il s'agissait de pierres réagglomérées. En étudiant quelque peu les faits et en réfléchissant quelques minutes, on se rend donc vite compte que l'hypothèse proposée par Joseph Davidovits ne tient pas la route. On rappellera également au passage la découverte récente par l'égyptologue Pierre Talley du journal de Merer, qui décrit le transport de blocs de calcaire depuis Toura jusqu'au chantier de la pyramide. Encore un nouvel élément infirmant la fabrication de blocs moulés à partir de poudre de calcaire. Dans son argumentaire, Davidovits évoque également la stèle d'Irtissène, datée de 2000 avant Jésus-Christ. Sur celle-ci, un artisan parle de son savoir-faire, et Davidovits insiste sur ce passage. « Je sais faire des pigments, des produits qui fondent sans que le feu les brûle, et en outre insolubles dans l'eau. Personne n'en aura connaissance excepté moi seul et mon fils aîné, le Dieu ayant ordonné qu'il pratique en initié, car j'ai remarqué sa compétence en tant que chef des travaux dans toutes les matières précieuses, depuis l'argent et l'or jusqu'à l'ivoire et l'ébène. » Selon Davidovits, cet artisan décrirait ici une méthode secrète pour fabriquer des statues, évidemment en pierre reconstituée. En réalité, à aucun moment Irtissène ne parle de statues ni de moules. Il évoque cependant l'ivoire et l'ébène pour la fabrication de petits objets. Il est plus que raisonnable de penser que ce texte se réfère à la fabrication de frites émaillées, qui est un type d'émail à base de sable et de colorant. Joseph Davidovits fait aussi appel à la stèle de la famine, qui évoque une famine de 7 années due à une perturbation de la crue du Nil sous le règne du roi Djoser. Il donne libre cours à son imagination pour réinterpréter de façon totalement fantaisiste certains hiéroglyphes, croyant pouvoir y lire une référence à la formule magique de la pierre synthétique. Davidovits n'hésite donc pas à fabriquer des preuves imaginaires pour justifier son hypothèse. Malgré ces différents éléments factuels décrédibilisant sérieusement son hypothèse, Joseph Davidovits clame pourtant à qui veut l'entendre que les études scientifiques valident sans ambiguïté l'utilisation de géopolymères. La plus aboutie d'entre elles, Microstructural Evidence of Reconstituted Limestone Blocks in the Great Pyramids of Egypt, a été dirigée en 2006 par Michel Barsoum, qui est un partisan de cette hypothèse. L'étude se conclut en admettant que les résultats obtenus sont insuffisants pour pouvoir confirmer ou infirmer la présence de pierres reconstituées, ce qui, de façon contradictoire, ne semble pourtant pas empêcher les auteurs de terminer en validant l'hypothèse de la pierre reconstituée. En 2007, Dipayan Jana publiait une étude rigoureuse et complète, intitulée Evidence from Detailed Petrographic Examination of Casing Stone from the Great Pyramid of Khufu, a Natural Limestone from Tura and a Man-Made Geopolymeric Limestone. Ce travail se propose de revenir sur l'ensemble des publications sur le sujet, en pointant du doigt les différentes erreurs d'interprétation, les problèmes de méthode et les différents manquements de ces études. Voici une traduction de sa conclusion. Sur la base d'un examen détaillé de la littérature sur ce débat et de l'évaluation de tous les résultats publiés à la lumière de la présente étude exhaustive, l'auteur est d'avis que nous sommes loin d'accorder, même comme une possibilité lointaine, une origine artificielle aux pierres pyramidales. C'est bien cette absence de signature géopolymère dans les pierres de la pyramide qui devrait inciter à réévaluer les mystères apparents de la taille et du levage de grands blocs pyramidaux proposés à l'origine pour soutenir l'origine artificielle. Nous avions contacté M. Barsoum au début de l'année 2017, qui nous avait expliqué préparer une nouvelle étude dont les conclusions seront cette fois-ci, selon lui, définitivement en faveur de la présence de géopolymères. 2 ans plus tard, l'étude en question n'a toujours pas vu le jour. De fait, à ce jour, contrairement à ce que répète inlassablement Joseph Davidovits, le consensus scientifique est que, jusqu'à preuve du contraire, les pierres utilisées dans la construction de la Grande Pyramide sont parfaitement naturelles. Mouais, bof. Et cette coulée de géopolymère qui a dégouliné sur les marches de cet escalier dans le temple d'Ader, c'est-y pas une preuve que c'est d'un escalier coulé et non taillé, hein?
Il n'y a pas besoin de faire appel à une hypothétique réalisation en pierre fondue pour expliquer ce qui est constaté ici. Un escalier, qu'il soit en pierre ou même en bois, va subir les dégradations causées par le passage répété de ceux qui l'empruntent. C'est au centre des marches, là où les pieds se posent le plus naturellement, que l'altération est généralement la plus prononcée. De par la nature même du temple d'Hathor, les escaliers qui s'y trouvent étaient, et sont encore, très empruntés. Il n'y a donc rien de surprenant d'y observer une telle dégradation, d'autant plus que le temple est réalisé en grès, une roche très friable. Sur de nombreux clichés, les marches de l'escalier du temple paraissent bombées au milieu. Mais il convient de se méfier des effets des ombres, des reflets, de la coloration de la pierre et de la perspective. En changeant de point de vue, et en y regardant plus attentivement, on se rend compte qu'il s'agit d'une illusion d'optique. En effet, le nez de la marche étant la zone la plus dégradée, le centre de celle-ci est de fait moins haut que ses côtés. Ainsi, l'ombre qui est projetée est moins longue au centre, ce qui donne cette fausse impression de marche gonflée. Bon, admettons, mais les gros blocs de granit qui font le poids de plusieurs grosses berlines alors, c'est juste complètement impossible de transporter des blocs de 65 tonnes depuis Assouan avec les petits bateaux en roseau des Égyptiens. Ils n'avaient pas de cargo à l'époque. Moi je dis que le granit il n'a été fondu à l'aide de lentilles géantes. C'est la seule explication possible. Toutes les preuves sont cachées au Vatican. Le Vatican. Et s'il s'y trouvait effectivement un indice important. Un indice non pas caché au fin fond de mystérieuses archives secrètes, mais juste là, sous le nez de chaque visiteur. Au milieu de la fameuse place Saint-Pierre se dresse en effet un obélisque de plus de 25 mètres de haut et dont le poids est estimé à environ 330 tonnes. Et cet obélisque, il a été taillé dans le granit à Assouan, en Égypte. Que fait donc ce monolithe égyptien au beau milieu de Rome ? C'est l'empereur Caligula qui le fit rapporter en Italie en 37 pour orner la spina de son nouveau cirque. Pour accomplir cette tâche, les Romains construisirent le Mirabilis Navis, un navire de plus de 104 mètres de long sur 30 mètres de large. Plus tard, l'empereur Claude le fit couler afin d'y asseoir les fondations d'un phare. Des fouilles archéologiques mirent au jour des vestiges du fameux bateau. Ainsi, ce bloc de 330 tonnes aura parcouru plus de 2000 km par bateau, sans pour autant faire appel à la haute technologie d'une mystérieuse civilisation disparue ou à la réduction du granit en pâte à modeler par un improbable procédé secret. Plus tard, le pape Sixte Quint décida de déplacer l'obélisque jusqu'au milieu de l'actuelle place Saint-Pierre afin de le mettre en évidence et affirmer sa toute-puissance. Ainsi, en 1586, on plaça l'obélisque sur un traîneau en pin, puis à l'aide de 160 chevaux attelés à 40 cabestans et de 900 hommes en renfort, il fut traîné puis dressé. Sixte raménagea ainsi 3 autres obélisques. Eh oui, car l'obélisque du Vatican n'est pas le seul que les Romains aient chapardé aux Égyptiens. Auguste fut le premier à rapatrier un de ces monolithes en l'an -10. Il s'agit de l'obélisque dit du Montecitorio, de 22 mètres de haut pour 210 tonnes. Le plus imposant des obélisques transportés par les Romains est celui du Latran, d'une hauteur de 32 mètres pour 530 tonnes.
implanté dans la capitale romaine en 357 sous Constance II. Les Romains ne se sont pas contentés de chaparder les obélisques réalisés par les Égyptiens. Ils en ont également exécuté certains. C'est par exemple le cas de l'obélisque de la Piazza Navona, taillé dans le granit rouge de Sienne et commandé par Domitien au 1er siècle. Au final, on ne compte pas moins de 13 obélisques éparpillés dans la capitale italienne. En 1929, le lac de Nemi est vidé, mettant au jour 2 gigantesques navires antiques de Caligula. Le premier de 73 mètres de long sur 24 mètres de large, le second de 71 mètres sur 20 mètres. Ces découvertes offrent un témoignage exceptionnel des compétences des civilisations antiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Les Romains nous ont donc démontré qu'il était parfaitement possible, pour peu que l'on s'en donne les moyens, de transporter de très lourdes charges à bord de navires en bois, et ce sur de très longues distances. Des textes et des illustrations mettant en scène le transport de charges lourdes en Égypte antique ont été mis au jour. La plus célèbre se trouve au temple funéraire de la reine Ad-Der al-Bahari et nous montre un très grand bateau portant 2 obélisques transportés de Assouan à Thèbes. Ces obélisques subsistent encore, l'un d'eux étant toujours dressé au temple de Karnak. Leur taille est de 28 mètres et demi de haut pour un poids d'environ 300 tonnes, soit une charge totale sur le navire d'environ 600 tonnes. L'embarcation n'avait pas de moyens de propulsion propre et était remorquée par 27 petits bateaux, manœuvrés chacun par 32 rameurs. Ces bateaux étaient surtout destinés à diriger la barge qui utilisait le courant pour descendre le Nil. D'ailleurs, les carrières de pierre étaient toujours situées en amont du lieu de destination pour faciliter le transport des charges en naviguant dans le sens du courant. Un texte de la même période mentionne une barge de 63 mètres de long sur 21 mètres de large, utilisée sous Thoutmôsis Ier pour le transport de 2 obélisques de 20 mètres. Les Égyptiens savaient donc construire des barges de telle dimension. D'autres illustrations représentent le transport fluvial de colonnes et de blocs de pierre. Le papyrus de l'inspecteur Merer, découvert récemment par l'égyptologue Pierre Talley, décrit le transport régulier de blocs de pierre destinés au chantier de la grande pyramide de Khéops depuis la carrière de Toura. Très récemment, un bateau de transport égyptien, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, a été retrouvé au fond de la baie d'Aboukir. Ce navire en bois d'acacia local mesurait 28 mètres de long sur 8 de large et était capable de transporter 112 tonnes de marchandises. Nouvelle preuve que les Égyptiens de l'Antiquité étaient parfaitement en capacité d'acheminer de lourds blocs de granit. Pour la petite histoire, le plus gros monolithe jamais déplacé par l'homme est la pierre dite tonnerre, qui a servi de socle à une monumentale statue équestre de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Son poids est estimé à au moins 1500 tonnes. La pierre se trouvait à l'origine enfoncée d'environ 5 mètres dans un marais. Elle fut sortie à la fin de l'année 1768 à l'aide de leviers, puis fut tirée par des cabestans sur 6 km. Pour le transport fluvial, on utilisa une barque en bois de 54 mètres de long sur 20 de large. La barque fut immergée afin de pouvoir y placer le monolithe sans la déstabiliser, puis on évida l'eau pour que la barque s'élève sur la rivière, le rocher en son centre. 2 vaisseaux l'escortèrent sur environ 20 km. Le niveau de l'eau du débarcadère étant trop profond, on aménagea des pilotis pour immerger la barque à la bonne profondeur, puis débarquer le rocher. Ouais, bah n'empêche que moi je sais que les Égyptiens ils ont pas fait comme ça. Ils faisaient fondre le granit pour le découper. De toute façon, il suffit que les scientifiques n'y fassent l'expérience et on verra que ce que je dis c'est la vérité. Mais ils ne le feront jamais car ils ont trop peur de la vraie vérité qui dérange. Today we're going to melt some granite. First, what we're going to do is we're going to light a methane-oxygen flame. Methane is the same gas that you would cook with at home if you have a gas stove. There you can see the flame. We're going to adjust it. However, when you burn methane or natural gas at home in your stove, you burn it in air. Here we're going to burn it in pure oxygen. That gives us a little bit of a hotter flame.
Then, once the flame becomes properly adjusted, we're going to hold a piece of granite. Let's see if we can see the granite at this point. Here it is. It's a granite rectangle, and being held essentially in a pair of needle nose pliers. And this granite, which is actually a type called granodiorite, will be placed in the flame and will start to heat up. So we're adding heat to the granite, which will increase its temperature. The flame is becoming very bright at this point, and we should be able to reach a temperature close to 1500 degrees C by holding this piece of granite in the flame. 1500 degrees C is the equivalent of about 2700 degrees Fahrenheit. At these temperatures, the granite should melt completely. In fact, some of the individual minerals, such as magnetite that may be present in small amounts in the granite, will probably melt nearly completely at this temperature. Also, some of the minerals in the granite have water contained in their crystalline structures. That water will form small bubbles in the molten rock. When we're finally done melting a little bit of this granite, the granite piece will be covered with what is essentially volcanic glass. And the glass could have small bubbles in it, which would then be representative of steam, the steam being produced by the destruction of what we call the hydrous minerals, or the minerals that contain water in their structure. One of the reasons that we're interested in molten rock in this laboratory is that molten rock, of course, exists in nature. Now, it's not heated by a flame inside the Earth. Rather, the Earth, even now, is generating heat by way of natural radioactivity. And in places, the crust of the Earth can melt. There are many complicated processes involved in the formation of a granite magma that I'm glossing over at this point. And the magmas can transport ore metals up toward the surface of the Earth. Not to the surface, but near the surface. The magma may pool in what we call a subvolcanic conduit and release those ore metals into steam that's forming bubbles within the magma. That steam leaves the magma, can flow into fractured rock, and form veins of ore minerals and other minerals, essentially forming a mineral deposit. And that mineral deposit might be economic, and if it's economic, given the economic conditions and the technologies that exist at any time, we might call it an ore deposit. And an ore is something that can be mined at a profit. So right now we are heating the sample up. It's probably developing something of a molten rind on it now. At some point soon, we will remove the sample from the flame. There you can see it glowing white hot still, developing a little bit of a red edge as it cools, now glowing orange, still emitting some radiation of its own, electromagnetic radiation or light. Because it's hot now, it's probably just radiating in the infrared, and we can't see energy being emitted from the sample. And now the sample is just cooling because it's now in air, and the air is probably convecting around that sample, carrying heat away, and thereby causing the temperature to drop. So here we see the result of the melting experiment. This is a small piece of the granite which has melted. You can see this glassy area on top of the specimen, which is just a few millimeters across. That is, for all intents and purposes, volcanic glass that we created by melting the granite in the torch flame. There are, if you look closely, some small spherical structures that you can see within the glass. One toward the upper center part of the glassy area, and that circular structure is in fact spherical, and it is a bubble. It's a bubble of steam, and the steam was released from some of the water-bearing minerals
that were in the granite. And so here, as you can see, we created volcanic glass in the laboratory. Non mais le gars c'est un scientifique dogmatique de la science officielle. C'est évident que son expérience elle est truquée. De toute façon, moi je connais la vérité. Alors ferme ta gueule. Bon, je crois qu'il vaut mieux en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour découvrir de nouveaux mystères trop étranges. Video games train the kids for war. Army chic and high fashion store.